Bienvenue à tous sur Africa 24, votre chaîne panafricaine de référence. Nous vous amenons dans un nouveau pays, pour vous, à l'antenne, pour nous aussi, à la découverte de Djibouti. Nous sommes devant le premier des citoyens djiboutiens. Donc, première question surprise. Monsieur le Président, bienvenue sur Africa 24. Il vous arrive de regarder nos programmes? Bien sûr, bien sûr. Vous avez obtenu la primeur, n'est-ce pas, dans plusieurs dossiers africains dont le public djiboutien s'est beaucoup entiché pour connaître Africa 24. Ici, vous êtes dans un pays africain, un pays francophone, et la chaîne Africa 24 est une chaîne qui est très appréciée chez nous. À notre grand regret, peut-être qu'on ne se penche pas assez sur votre pays, ou peut-être que nos téléspectateurs ne connaissent pas assez votre pays. Donc c'est cet exercice que nous allons commencer à faire dès maintenant. Et si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je vais essayer de faire un léger portrait, qui sera peut-être un peu long, mais parcours de votre carrière. Vous êtes élu pour la première fois le 9 avril 1999 avec 74% des suffrages à la tête de votre pays. Djibouti, vous avez au début des années 2000 pris un virage économique basé sur un développement permettant de sortir ce pays des années de guerre. Vous menez alors une politique de privatisation massive dont le symbole de cette privatisation est celui du port autonome international de Djibouti, confié à Dubai Port, et cité en référence d'ailleurs sur le continent. Vous enchaînez par la réforme en profondeur du système éducatif qui permet de relancer cette filière dans la formation des jeunes. Réélu en 2005, vous devez affronter la fronde des partis politiques qui ont boycotté les élections. En 2010, le Parlement vote une réforme constitutionnelle vous permettant de briguer un troisième mandat. Réélu dès le premier tour le 6 avril 2011, avec 80,6% des suffrages contre 19,4% à votre adversaire Mohamed Ouarsama Ragué, vous vous engagez à ce que ce soit votre dernier mandat, celui du développement de votre pays. Bienvenue dans cette émission Face à nous, face à tous les Africains. Première question, vous vous engagez à remettre le pouvoir en 2016. Pourquoi cet engagement ? Est-ce que vous n'allez pas changer d'avis? J'ai déjà répondu à cette question. Je suis à la première année de mon troisième mandat et je pense que ce n'est pas le moment de parler de départ, n'est-ce pas? Je viens juste d'arriver maintenant. Très bien, on fera le bilan, mais vous comprenez qu'on puisse s'interroger. Vous avez déjà changé d'avis une fois, et c'est d'ailleurs l'utilisation que vos adversaires font en disant il va faire la même chose, il va réussir peut-être ce qu'ils veulent, et il va encore changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis, mais je pense que la question de poser dès la première année n'est pas opportune, je veux dire. Quand on se projette, qu'est-ce que vous attendez de ce troisième mandat? Beaucoup de choses. D'abord, terminer le travail que j'ai commencé, lutter contre la pauvreté, d'abord. Ensuite, mettre Djibouti sur la voie du développement durable, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'énergie renouvelable surtout, puisque nous regorgeons de potentiel d'énergie. Le soleil. La géothermie surtout. Le vent, n'est-ce pas? Puisque nous avons l'un des potentiels les plus importants en matière de vitesse de vent à Djibouti. Nous avons le soleil, bien entendu, mais c'est la géothermie qui nous intéresse le plus, puisque c'est une énergie qui est constante. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous voulez lutter contre la pauvreté. Ce point, ça reste quand même un point préoccupant de votre mandature depuis que vous avez pris la présidence de ce pays. On estime à 70% de la population qui est pauvre, plus de 50% actifs au chômage, bien que ces chiffres sont en régression. Comment l'expliquez-vous? Nous n'avons jamais fait une véritable enquête, n'est-ce pas, sur la pauvreté. Nous sommes en train de la faire maintenant. Mais ce sont des spéculations. Et lorsque l'enseignement obligatoire est jusqu'à 16 ans, à partir de 16 ans, on recense tous les jeunes qui sont en âge de sortir vers l'emploi. On tombe à 50% ou à 60%. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ça n'empêche qu'il ne faut jamais accepter à ce qu'il y ait des chômeurs jeunes. Nous allons ouvrir un port tout neuf au nord de notre pays pour répondre à une demande croissante de l'Éthiopie
pour évacuer leur export. Combien d'emplois créés par ce port? 4000 emplois directs et indirects. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le travail vers ces grands chantiers, en réalité, se font au détriment d'une partie de la population qui n'a pas la technicité, l'éducation pour, par exemple, travailler dans ces environnements? L'autre jour, nous avons envoyé en Inde plus de 120 jeunes, n'est-ce pas, qui avaient Bac plus 2 pour aller dans une université indienne spécialisée dans le secteur portuaire, c'est-à-dire maritime et portuaire. Donc, qui vont du marin, n'est-ce pas, jusqu'au l'ingénieur, n'est-ce pas, de l'électricité et des grues. Comment expliquez-vous les manifestations sociales qui se sont exprimées, où il y a eu des scènes de pillage, un policier tué? Vous avez accusé, par exemple, l'opposition d'attiser cette situation. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait, c'est eux-mêmes qui ont, parce qu'ils ont écouté la place Tahrir ou quelques individus, n'est-ce pas? C'est pas trop facile comme accusation, monsieur? Non, 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 je ne pense pas. Les preuves sont là, n'est-ce pas? Nous les avons déconseillés, nous avons dit, ne faites pas ce que vous ne pourrez pas maîtriser après. Hein. Les manifestations sont permises dans notre pays, mais pas le pillage, pas le vol, pas les tueries, pas les massacres. N'est-ce pas? Et une femme qui allait vers la maternité de Dar al-Hanan s'est vue, n'est-ce pas, agressée par des jeunes voyous qui lui ont cassé les vitres et qui l'ont empêchée d'aller dans la maternité au risque de sa vie, n'est-ce pas? Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Quand vous voyez cette situation, à nous les Africains qui regardons cette politique djiboutienne avec un certain recul, voire une certaine ignorance, quel regard portez-vous sur votre opposition et ses principales figures comme Aden Robel Awale, Ismaël Guidi Ared ou Daher Ahmed Farah? C'est une opposition qui a démissionné déjà. Depuis 2003, ils ont refusé de participer à aucune élection. Parce qu'ils disent que vous avez tout verrouillé. Ce n'est pas vrai. Ils le savent d'ailleurs. Alors, la dernière fois, l'élection des 3 communes de Djibouti, 2 communes ont été remportées par des gens qui n'étaient pas de la majorité. Mais, Monsieur le Président, dans ce pays, il s'est passé quelque chose d'important. À une époque, il n'y avait pas de députés femmes. Vous avez fait réformer la Constitution pour permettre à ce qu'il y ait des députés femmes. Aujourd'hui, votre Parlement compte 14% de femmes. Ce qui est une réforme novatrice sur le continent. Mais de l'autre côté, on se rend compte que si l'opposition a 30 ou 40 ou 45% dans des élections, par exemple législatives, ils ne peuvent pas être représentés au Parlement. C'est le scrutin majoritaire que nous allons réformer maintenant pour arriver à la proportionnelle. Prochainement, l'opposition pourra siéger au Parlement. Si elle veut participer. Si elle veut participer. Voilà. Elle peut vous croire sur cet engagement? Et quels sont les actes que vous posez? Quand est-ce que vous allez mettre les réformes en place? Nous allons faire la proportionnelle, mais il faut qu'ils acceptent de participer. Sinon, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils savent que la population ne les... Alors, à côté de ce changement potentiel, vous comptez aussi mettre en place le Sénat. À quel horizon? Pour quel objectif? Est-ce que vous avez les moyens financiers de le réaliser? Cela fait partie d'une demande, n'est-ce pas, qui a été formulée lors de en 2010, lors de la réforme de la Constitution. 2 aspects qui m'intéressent, c'est la scène internationale. Les organisations de défense des droits de l'homme épinglent régulièrement votre régime pour des violations diverses. On parle de détention arbitraire, des prisonniers, répression de l'opposition, inexistence d'une presse libre et indépendante, répression des manifestations du 18 février. L'Internet, c'est une opposition. C'est une accusation gratuite de l'opposition, n'est-ce pas, qui sature l'Internet. Et on voit que les médias épluchent l'Internet que de chercher à savoir la réalité. Quelle est la réalité, nous n'avons pas de détenus détenus politiques, monsieur. Nous avons une justice indépendante et nous réglons nos problèmes par le dialogue et la négociation. Nous n'avons jamais exécuté personne dans notre pays.
La peine de mort n'existe pas chez nous. Est-ce que vous êtes touché par ces images négatives que votre pays peut avoir? Bien sûr, nous avons la conscience tranquille. Et notre population le sait d'ailleurs. Autre dernier point qui m'intrigue, c'est un de vos concitoyens qui a été proche de vous, Abdourahmane Boré, et qui en disgrâce aujourd'hui, vit en exil, tient des propos assez importants, assez lourds sur vous, votre pays, votre manière de diriger. Quelle est la nature? Il n'a jamais été un homme politique, d'abord. Quelle est la nature de votre brouille? Quelle est la nature du problème? C'est un homme qui est recherché par la justice et surtout par le fisc. Il n'a qu'à venir s'expliquer devant la justice. Moi, je n'ai rien contre lui. C'est un homme, un commerçant, qui a vu sa tête un peu gonflée par sa richesse, en volant les deniers publics et le fisc, n'est-ce pas? Et qui est recherché. Moi, je n'ai pas d'autre chose à lui dire. Il a été proche. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez que le Djiboutien de base se dise, voilà, notre président, il a fait confiance à ces gens qui demain vont s'enrichir et le trahir? Est-ce qu'il n'y a pas une part de votre responsabilité là-dedans? Bien sûr, il y a une part de responsabilité parce que je n'ai pas fait une enquête de moralité sur l'individu à qui j'ai donné ma confiance. Ça, c'est ma responsabilité. Dernière question sur un plan économique, Monsieur le Président. Djibouti, on dit c'est moins d'1 million d'habitants. Il y a 11 banques à Djibouti. Est-ce que ce n'est pas trop? C'est une bonne chose, non? Est-ce que ce n'est pas trop, alors que le taux de bancarisation est inférieur à 20%, se situe aux alentours de 12-15%? Comment expliquer ce paradoxe? Parce que c'est un pays d'abord ouvert, un pays libéral, une monnaie forte et stable. N'est-ce pas? Les banques viennent ici pour travailler et nous voulons les encourager à travailler et à bancariser. Vous êtes optimiste? Absolument, absolument. On va faire encore d'autres banques s'il le faut. Optimiste et portant un regard neuf sur ce pays, nous vous retrouvons dans la deuxième partie de ce Face à nous avec le président Omar Guelleh de Djibouti. À tout de suite. Bienvenue dans cette émission Face à nous, face au président de la République de Djibouti, Omar Guelleh. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un pays de référence et d'enjeux géopolitiques et géostratégiques. Le pays abrite la plus grande base militaire française sur le continent, plus de 2800 hommes, mais aussi des bases américaines, voire japonaises ou allemandes. Djibouti est aussi une forte zone pour l'armée américaine. Toutefois, ces présences n'ont pas occulté des tensions dans la région, politique et militaire, entre la Somalie, l'Éthiopie, le Somaliland. Djibouti se veut le véritable pôle de stabilité. Regard et meilleure compréhension sur ces enjeux financiers et politiques régionales. Monsieur le Président, comment Djibouti vit son rôle au cœur de cette situation géostratégique complètement instable? De par sa position, Djibouti doit d'abord se positionner sur le continent. Ensuite, africain, bien sûr. Ensuite, être membre de la communauté internationale lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, n'est-ce pas, et contre la piraterie. La présence des militaires américains résulte d'un schéma, n'est-ce pas, qui a été fait en 2001 entre les pays de la Corne de l'Afrique. Si vous regardez l'intitulé de la base américaine ici, est Horn of Africa Joint Command, c'est-à-dire il y a un comité, un état-major des pays comme Djibouti, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, à Tampa, aux États-Unis, qui est en Floride, le commandement de la lutte contre le terrorisme en Corne de l'Afrique. C'est pour cela que Djibouti a été choisi pour abriter, tandis que la base française, elle résulte des accords de 77. Avant l'indépendance. Et une tradition, n'est-ce pas, des bases françaises en Afrique, au centre, à l'ouest et à l'est. On sait que chacune des bases paye un loyer respectivement d'environ 30 millions d'euros par an. Est-ce que ce n'est pas devenu plus un atout économique qu'un atout géostratégique? Vous savez, les deux. Hein? Avec les Français, c'est une tradition francophone d'abord. Ensuite, la vie des militaires français en utilisant le territoire djiboutien pour son climat, pour sa position, pour faire des entraînements, pour beaucoup de choses. Mais l'attrait, le loyer en lui-même n'est pas
pas très important. Lorsque vous regardez le budget national et les 30 millions, ça représente à peine 10%. Qu'est-ce qui a changé dans les accords que vous avez signés en 2011 par rapport à ceux, par exemple, de 1977 Parce que avec la France? Nous avons toiletté l'accord qui existait avant. Et nous allons... Le curieux citoyen que je suis cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a dans un toilettage d'un accord. Il n'y a pas de mystère. Et c'est pour cela que l'accord a été, si vous voulez, public, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'accord secret ou France-Afrique ou je ne sais quoi. Mais c'est quelque chose de transparent et qui passe à l'Assemblée nationale et qui passe dans les deux pays, quoi. Bon. Est-ce que cette confiance et cette considération n'étaient pas plus individuelles? Parce que vous savez, assez proche du précédent président français Nicolas Sarkozy, comment avez-vous accueilli l'élection de François Hollande? La décision appartient au peuple français. Nous avons toujours eu des relations amicales avec le président Chirac et le président Sarkozy, et nous avons des relations amicales aussi avec tout chef d'État français élu par le peuple français. Mais vous savez très bien que c'est quand les socialistes ont été au pouvoir que l'image de Djibouti a été le plus salie, Monsieur le Président. Mais non. Pendant la présidence de M. Chirac aussi. Comment vous avez pris ces attaques? Comme des ingérences dans votre politique intérieure ou comme une vision, comme disent certains colonialistes, de tutelle? Les deux. Et vous pensez que c'est du passé aujourd'hui? Les deux, je pense que c'est du passé. Revenons à ces pays qui sont autour de vous. Expliquez à l'Africain que je suis ce qui se passe dans cette région entre la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Somaliland. On n'arrive pas à comprendre. Quelle est la genèse? La Somalie, c'est un pays qui a été complètement détruit par la folie des clans et des Somaliens, alors que c'est un pays formé d'une seule culture, une seule langue, une seule religion, n'est-ce pas? Cette division entre clans, tribus, sous-tribus, c'est vraiment c'est l'explication de cette instabilité. Bizarre, n'est-ce pas? Donc, une fois que l'État s'est désintégré, nous avons connu des situations dramatiques. Des chefs de guerre, des chefs de clan, et ensuite, nous avons la religion qui s'est immiscée. Al-Qaïda s'est mis à recruter, à former. Dès 1993, le chef de l'Al-Qaïda, M. Ben Laden, avait envoyé trois de ses prominents leaders, n'est-ce pas, chef de l'Al-Qaïda en Somalie, à l'époque, n'est-ce pas. Il y a eu une guerre terrible entre les chefs de guerre somaliens et l'Éthiopie, avec l'appui de Qaïda. En 1998, il y a eu les massacres à Nairobi, plus de 200 morts, n'est-ce pas, par un attentat. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste sur la possibilité de résoudre ces crises? Nous sommes toujours optimistes. Nous pensons que nous sommes au bout du tunnel. Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'envoyer des troupes djiboutiennes dans la MISOM, avec l'Union africaine? La solidarité avec le peuple somalien, la solidarité et l'appel de l'Union africaine, n'est-ce pas? Puisque le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, jusqu'au Sierra Leone, le gouvernement Sierra Leone va également envoyer quelques... Ça ne risque pas de fragiliser votre sécurité territoriale? Non. Vous avez abordé un point tout à l'heure, Monsieur le Président, c'était l'impact de la piraterie maritime. Sachant que certains désertent votre port pour aller du côté de Djeddah, alors que vous avez fait des investissements importants, qu'on dit que c'est un fléau qui rapporte plus de 100 millions de dollars par an à leurs auteurs. Quel est l'impact de la piraterie maritime sur l'économie de Djibouti et sur l'économie sous-régionale? Nous avons souffert par cette piraterie. Nous avons été classés parmi les ports les plus dangereux. Nous avons toujours dit que la piraterie ne pourra pas être vaincue tant qu'elles ne seront pas combattues au sol et non pas en mer. Autre point de combat sur l'Afrique, c'est les agissements des multinationales. Récemment, dans votre pays, une des premières entreprises mondiales de trading pétrolier, Total, a été condamnée par le tribunal de Djibouti, une somme monumentale de 200 millions d'euros, pour des pollutions
Comment en est-on arrivé là? Et est-ce que cette société va payer cette sanction? C'est une décision judiciaire d'abord. Ensuite, c'est une affaire qui dure depuis 10 ans. La pollution existe depuis 1938. Total n'est pas la seule société qui est condamnée. Vous avez Total, vous avez Shell, vous avez Mobil Oil, vous avez Esso. Toutes ces compagnies ont, à un moment ou à un autre, pollué le port. Nous voulons seulement que ces sociétés décontaminent notre port. Point final. Quand je vois cette décision qui est pratiquement unique, quand on voit les pressions que ces multinationales peuvent mettre dans les différents pays, quelle est la part de responsabilité des dirigeants africains que vous êtes face aux agissements de ces multinationales? Vous leur donnez parfois dans certains pays nos ports en exclusivité, vous leur donnez des concessions sans aucune limite dans l'économie de nos pays. À l'arrivée, on se rend compte qu'ils ne tiennent jamais le moindre de leurs engagements. Quelle est la part de responsabilité des dirigeants que vous êtes? Est-ce que vous pensez que la sanction qui vient de tomber ici à Djibouti va, si j'ose utiliser l'expression malheureuse, va faire tache d'huile dans d'autres pays? Quand on voit par exemple comment Shell pollue au Nigeria, comment certains groupes internationaux traitent les ports en Afrique. Et quelle est votre part de responsabilité de vous, les présidents africains, face à ce comportement de ces multinationales? Toute société pétrolière a des responsabilités envers l'environnement. Mais lorsqu'on les laisse faire, ils oublient naturellement leurs responsabilités. Et dans le cas de Djibouti, c'est parce que nous avons déménagé du port, du vieux port, n'est-ce pas, pour nous installer dans une autre zone où nous avons créé un autre port pétrolier, et que les dispositions qui devaient être prises, n'est-ce pas, au moment où nous avons déménagé les installations portuaires, n'ont pas été prises parce qu'ils ont cru qu'ils ont fait quelques petits travaux de surface en disant, voilà, nous avons dépollué, nous avons enlevé les tuyaux et tout ça, bon, et ça doit suffire. Mais les experts que nous avons fait venir ici ont jugé que ce n'était pas le cas. Imaginez-vous une entreprise djiboutienne qui pourrait polluer, par exemple, en Europe, un bateau djiboutien. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait arriver? Oh là là, ça je vous laisse faire, hein, parce que je ne risque pas d'y arriver. Quelle est votre appréciation sur la justice dite internationale, la Cour pénale internationale, vis-à-vis de l'Afrique? Jusqu'à présent, c'est seulement nous qui sommes les victimes. Et les rechercher et les humilier, c'est toujours nous. Alors qu'il y a, et Dieu sait combien de chefs d'État non africains qui devaient être interrogés par cette Cour pour des massacres des millions de gens. Vous êtes d'accord quand les dirigeants africains envoient leurs concitoyens à la Cour pénale internationale? Non. Auriez-vous envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale? Non, ça je le dis. Nous avons assez de tribunaux, nous devons juger nos personnalités chez nous. Donc vous êtes prêt à accueillir à Djibouti un procès qui concerne des dirigeants africains que de les envoyer à la Cour pénale internationale? Bien sûr. Monsieur le Président, on reviendra dans votre pays, mais à partir de cet instant, cette émission vous appartient. Merci. Vous pouvez bien évidemment la critiquer, donner votre appréciation et surtout envoyer le message de votre choix aux Djiboutiens et Djiboutiennes qui vous regardent, à vos amis, à ceux qui vous critiquent, de vos visions, de votre perspective, en regardant tout droit cette caméra, dont vous pouvez envoyer le message de votre choix. C'est le moment où l'Afrique doit décoller. Je salue l'ensemble des téléspectateurs de Africa 24. Merci. Décoller, avoir une vision positive de ce continent, critique aussi, pour faire avancer nos idées, pour faire avancer nos envies, pour faire avancer nos réalisations. Tel est le credo d'Africa 24. Merci d'avoir suivi ce Face à nous, ici à Djibouti, avec le président de la République. Rendez-vous dans une prochaine émission. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.